finira bientôt. Mais avant, je finirai moi-même. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je fume plus autant qu'avant, j'ai arrêté la drogue. Je bois qu'à table. Lorsque je dîne avec mes parents ou avec Alice. Mes parents sont des gens formidables. Je les connais pas beaucoup parce que je les vois pas souvent, mais à chaque fois que je les vois, c'est toujours rentable. La dernière fois, ils m'ont offert une voiture. Je me souviens pas de la marque. De toute façon, je l'ai jamais conduite et je la conduirai jamais, donc. C'est pas de leur faute. Vous pouvez pas savoir. Cette voiture, elle était identique à celle que conduisait Jean-Marc. J'ai eu d'autres amants. Beaucoup d'amants. J'étais bonne élève, mais j'éprouvais aucun intérêt pour l'école. Et j'étais bonne élève en somme parce que mon père m'a offert la meilleure école de design en Europe. J'ai jamais travaillé. Mes parents, eux, travaillaient sans cesse, gagnaient énormément d'argent et évitaient surtout de se croiser par un malheureux hasard. Moi, j'avais des désirs immédiats et aucun but dans la vie. Soudain, ils sont mis à attendre. J'ai vu des images. Les images qu'on ignore, qu'on voit sans regarder, qui nous entourent. Mais elles sont si nombreuses qu'on les remarque pas. Elles, en revanche, elles nous traversent, elles nous dévorent. Je pense même qu'elles nous en veulent. Tout allait bien. Sauf ce sentiment de vide. Comme si au dehors de moi, il y avait des choses qui existaient mais qui n'étaient pas vraies. Mes amis me mentaient. Les hommes me mentaient. Mes parents se mentaient aussi. Et puis quelques images, quelques bribes de la chair m'ont révélé une vérité. Mais je me rendais pas compte. Je remarquais rien, j'avais l'habitude. J'avais l'habitude d'aller danser. Je passais ainsi toutes mes nuits ailleurs, quelque part, dans des endroits tous différents, mais finalement toujours semblables. En réalité, j'aurais préféré être dans une forêt magique et sauvage, fermée à la lumière et aux hommes. Les oiseaux y chanteraient une mélodie inquiétante, les animaux boiraient la rosée du matin, et une pluie des fleurs de lilas tomberait sur le sol humide. Tous les soirs, j'avais l'impression de m'amuser. Partout, il y avait beaucoup de monde, rassemblés en foule ou en file d'attente. Mais le lendemain matin, je changeais radicalement d'avis. Mes muscles étaient comme sur le point de se briser. Tous les os de mon corps me faisaient mal. Mais je m'en plaignais pas. J'étais très heureuse. D'autant plus que c'est là que j'ai rencontré Jean-Marc. Par ivresse, ou dans un élan de bonté, je lui ai laissé mes coordonnées. Ouais, c'est pas dans mes habitudes, hein. Ouais, par ivresse sûrement. Et nous avons fixé plusieurs rendez-vous, auxquels je me suis jamais rendue. Et parfois, je me rendais à ces rendez-vous et je l'observais de loin. Moi aussi, je lui fixais des rendez-vous. Mais je ne l'avertissais pas. Je m'y rendais à l'heure, je l'attendais. Il ne venait jamais. Il ne savait pas que je l'attendais quelque part, à une heure précise.
J'y allais seule et je pensais à lui. Et ça m'a plu de l'attendre comme ça, sans but, avec juste un petit espoir. Alors enfin, nous nous sommes vus dans un café, nous étions comme ça, assis face à face. Lorsque les personnes se rencontrent pour la première fois, elles font une chose étrange. Elles s'obligent à parler. Un homme et une femme se rencontrent pour la première fois et n'ont rien à se dire. Mais ils se posent des questions vides de sens, en pensant que ça intéresse l'autre. Des questions sur leur vie respective, sur leur travail, leur famille, leur amour passé. À notre premier rendez-vous avec Jean-Marc, tout était différent et merveilleux. Il ne disait pas les choses habituelles, ennuyeuses, conventionnelles. Il racontait n'importe quoi. Il parlait de la condition des pingouins et assurait que les tigres étaient en voie de disparition. Et moi, je le regardais. Il me racontait quelque chose à propos des relations internationales entre la Turquie, Israël et le Liban, et à propos des tremblements de terre au Japon. Et moi, je l'observais, toujours en silence. Il me parlait de la variation formelle dans la poésie de Verlaine. Et moi, je ne parlais pas. Nous nous sommes séparés vers 18h. À 19h, je l'ai rappelé pour l'inviter à dîner. À 23h, nous commencions la tournée des bars. Et à 2h du matin, on était chez lui complètement ivres. On a tellement ri. Épuisé, on s'est endormi tout de suite. Et le lendemain, j'ai ouvert les yeux et je m'apprêtais à affronter mes douleurs matinales. Et j'ai tourné la tête et j'ai vu Jean-Marc qui dormait encore. Et ce matin-là, c'était différent. J'étais avec lui simplement et c'était agréable. Et puis c'est devenu nécessaire. Pourtant, on n'avait toujours rien à se dire. Puis j'ai rencontré ses amis. Nous avons beaucoup ri ce soir-là. Jean-Marc avait invité à notre soirée un de ses voisins qu'il connaissait depuis l'enfance. Ce jeune homme venait de finir le conservatoire. Il était très surpris de découvrir ce spectacle inattendu pour lui et inconnu. Nous avions tous pris des drogues et étions ivres. Certains criaient des énormités incompréhensibles, d'autres chantaient ou faisaient des jeux de mots. Mais tout provoquait rire et joie dans nos esprits assoupis. La gaieté languissante envahissait la pièce. Et ce pauvre garçon, abasourdi par les rires idiots et les gestes baroques, s'apprêtait à partir. Quelques fous contaminés par notre bonheur artificiel avaient alors fermé la porte à clé. L'enfant perdu devenait de plus en plus sombre, mais une voix lui demande alors de jouer. Les rires incessants se tarissent peu à peu pour laisser place au son de la trompette. Nous étions heureux peut-être, mais je m'en rendais pas compte sur le moment. J'aimais boire, manger, fumer,
faire l'amour, rouler en voiture avec lui. Lorsqu'il n'était pas là, je souffrais. Mais tout ça, c'était pas encore le bonheur. Le bonheur est arrivé 1 an après notre rencontre. L'année la plus courte de ma vie. Un jour comme ça, comme s'il le faisait par hasard, il m'a fait sa demande en mariage. Arrête, mais arrête. Mais pourquoi tu veux pas me dire où t'étais hier soir? Arrête. Mais dis-moi. Putain. Mais arrête, dis-moi. T'étais avec une fille? T'étais avec une fille? Laisse un peu de mystère. Non, mais y a pas de mystère. T'étais avec une fille ou pas? Allez. Quoi? Arrête. Tu veux savoir la seule meuf qui sait où était son mec la veille? Je sais pas. Une veuve. Ah, putain. Ça va? Oh, relève-toi. Allez. C'est bon, elle était drôle ta blague. Allez. Ça va? Tu t'es fait mal? Oh, ça va? Relève-toi. Tu t'es fait mal où? Putain, mais t'es con. Jade, attends. Arrête. Tu Attends. me saoules. Arrête. Vas-y, boude pas. C'est bon, arrête. Allez, arrête. Non, mais c'est bon. Arrête. Boude pas. Arrête. Si je te fais le cheval, t'arrêtes de bouder? Je sais pas, fais-le. À ton tour. Je fais quoi? Fais loi. Non, je fais pas loi. Fais loi. T'es chiant. Non. On dirait un chien. Épouse-moi. C'est toujours troublant. Surtout la première fois. Je lui ai dit que je réfléchirais et je suis partie me réfugier à Londres. J'ai songé à 1 million de choses. Par exemple, qu'est-ce que le mariage? Une union physique et spirituelle. Un bout de papier avec 2 signatures. Pourquoi on a inventé le mariage? Pour légitimer le sexe? Le vol de biens et d'argent? Tellement d'idées idiotes se bousculaient dans ma tête. Allez, viens. C'est la première fois depuis 3 ans que je reviens dans notre appartement. 3 ans de service militaire. Je suis heureux de revoir ces chambres, ces couvertures, ces plantes. Rien n'a changé. En revanche, j'ai changé. J'ai réalisé ce qu'était un devoir sacré de soldat. 3 ans de service militaire. J'ai toujours été contre la violence. Mais ce n'est pas la violence que j'ai apprise là-bas, mais le sens des responsabilités, de devoir, la fierté. Les risques existent, mais mon désir était fort de voir l'État d'Israël exister. La raison véritable de mon enthousiasme est que j'y ai trouvé un bonheur que je n'ai jamais eu ici. La vérité est que j'y ai échappé à un poids trop lourd à porter. Je suis venu rendre visite à ma sœur. On doit toujours être dans notre chambre, là. Il est tôt.
Elle y dort encore, ou elle y est peut-être déjà morte. Nous étions 3 enfants dans la famille. Nous n'avions pas connu notre père, et notre mère était souvent en voyage. Elle était tellement belle et élégante. Nous avions peur de rester tout seuls dans notre chambre, alors on a décidé d'investir une grande pièce et on y dormait tous les 3. Si l'un d'entre nous restait silencieux trop longtemps, cela signifiait qu'il cachait quelque chose aux autres. S'il la cachait, alors nous n'avions plus qu'à la trouver, cette chose. Alors Juliette, Félix ou moi devions l'avouer par un jeu simple. Nous prenions le poivre, et en l'étalant sur le sol, nous en faisions un chemin tout fin et fragile qui menait de la chambre à un autre endroit de l'appartement où nous mettions la chose que nous cachions. Un devoir avec une mauvaise note, une lettre de menace de la part d'un camarade, une robe trouée ou un soulier abîmé. Nous amenions l'objet dans la chambre et le posions sur le sol en plein milieu. Assis autour de l'objet, nous discutions ensemble du problème. Mais nos cachotteries infantiles n'étaient rien à côté des non-dits qui fleurissaient entre nous. Toutes nos activités, toutes nos décisions, toutes nos démarches étaient régies selon les lois du jeu. Par exemple, si l'un de nous proposait d'introduire un objet dans la chambre, je sais pas, ça, par exemple, un jugement au tribunal était nécessaire. Ah oui, celui qui proposait l'objet, il devait le défendre et l'argumenter devant les autres, et puis les 2 jurés décidaient en commun de la place à attribuer à cet objet. Voilà, je sais pas, que ce soit pour un disque, un vêtement, un oreiller. Même pour les bougies, hein, celui qui décidait de mettre des bougies sur le chandelier, hop, au tribunal. Oui. Félix était le cadet de la famille. Il était d'une beauté exceptionnelle. Je me souviens pas de mon père, mais puis ma mère avait brûlé toutes les photographies. Mais je suis certain que Félix était le portrait absolu de mon père. Il avait une allure élégante et sensuelle, très rare pour son âge. Et ses yeux... Waouh. Il avait comme une timidité charmante lorsqu'il effleurait ses boucles noires en cachant légèrement son visage. Il portait des pantalons blancs en lin et aimait l'obscurité. Il parlait peu, mais il pouvait soudainement éclater de rire. Et ce rire joyeux rendait notre sombre pièce tout d'un coup lumineuse. J'admirais sa démarche et la forme de ses mains. Je l'aimais, il me tolérait. Il me tolérait lorsque je souhaitais m'endormir dans ses bras. Il me tolérait lorsque j'insistais pour lui préparer ses repas qu'il ne mangeait jamais. Il me tolérait lorsque je l'accompagnais à l'école, mais cette tolérance était insupportable. Elle frôlait une prétention hautaine, mais involontaire, bien sûr. J'enrageais contre cette légèreté de l'être indifférente et paisible. Insensible, en fait. Par son nihilisme, cet idiot acceptait parfois et souvent par hasard les avances de quelques filles insignifiantes. À 18 ans, il sortait avec elle jusqu'à minuit, ou plus tard encore. Ils allaient au cinéma, mangeaient des sucreries, buvaient de l'alcool, fumaient. Et sûrement, ils faisaient l'amour.
Je me devais de le protéger. J'essayais pas de le faire quitter l'une ou l'autre. Non, ça n'avait pas grand intérêt, il ne les aimait pas de toute façon. Mais j'essayais juste d'éloigner les filles de lui. Bon, sans grand succès. L'une d'elles était tellement amoureuse que j'avais envie de l'empoisonner. Mais j'ai pas osé, j'avais pas de poison d'ailleurs. Mais le temps passait et je trouvais dans les aventures de Félix quelque chose de naturel. Alors pour le faire réfléchir et pour lui faire prendre conscience de ses actes, j'ai invité une fille et je suis sorti avec elle. C'est une fille un petit peu plus âgée que moi, de la classe de Juliette. Je ne lui accordais absolument aucune importance. Et lorsque je retrouvais Félix dans la chambre, j'exaltais les sublimes qualités de l'élu de mon cœur. Juliette affirmait son dégoût et quittait la pièce. Et Félix s'en moquait. Bref, il me tolérait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ou que pensais-je avoir fait? Je vivais près de la mer. Je jouais à la roulette russe. Je portais ce que revient aujourd'hui à la mode. Et je buvais pas que de l'eau. J'ai décidé de consulter personne. Mes amis, ils auraient été plus étonnés que moi. Et mes parents, ils m'auraient pas cru. Je pensais aux bijoux, à la robe blanche, aux invités, à la mairie, à l'église, acheter un chien. Et après tout, quelle idée de se marier? Casser un rythme d'existence confortable? Se priver de questions et réponses toujours plus éphémères? J'ai réfléchi surtout à ce que voulait dire « j'y réfléchirai » lorsqu'il s'agit d'une demande en mariage. Il n'y avait pas à réfléchir. Je l'aimais, et s'il voulait faire comme les grands, se marier, acheter un appart, ben, je voulais l'épouser. En rentrant de voyage, je voulais faire une surprise à Jean-Marc. Alors j'ai d'abord appelé sa mère, Alice. Elle a décroché, mais elle gardait le silence. Inquiète, j'ai murmuré Alice. Après quelques instants de silence, elle m'a répondu. Oui, Jeanne. Et puis encore ce silence. Alors j'ai hurlé. Alice. Mais elle répondait toujours pas. Alors j'ai repris mon calme et je lui ai demandé ce qu'il y avait. Elle m'a dit que Jean-Marc était parti me rejoindre à Londres. Il a pris la voiture pour se rendre à la gare. Il a eu un accident très grave. Alors je lui ai demandé comment il allait. Mais il allait plus. Juliette, notre aînée, faisait preuve de beaucoup de dévotion à notre égard et de fidélité. Elle tenait la maison d'une main de maître.
Elle était belle, elle était grande. Ses yeux bleus étaient francs et impitoyables. Elle parlait fort. Elle riait fort. Elle criait fort quand elle était mécontente. Mais derrière ces cris et ces rires, elle nous cachait bien plus que ses souliers abîmés. Souvent, elle avait des crises de colère contre Félix, ou alors des élans de tendresse. C'était sa façon à elle de remédier à l'indifférence chronique de mon frère. Mais l'amour qu'elle avait pour Félix m'était incompréhensible. Car pour moi, la meilleure façon de l'aimer, c'était la mienne. Ainsi, je remarquais Juliette lorsqu'elle faisait des grands gestes, accompagnés de longues tirades. Je ne me demandais pas à l'époque ce qu'elle faisait pendant des heures enfermée dans la cuisine, dans la salle de bain, où l'eau coulait excessivement fort et longtemps. Elle y pleurait, nous priait. Elle jalousait un peu la complicité fraternelle que j'entretenais avec Félix. À 20 ans environ, nous avions une connaissance encore très vague, de nos revenus et de nos moyens. Nous avions assez rarement l'occasion de voir maman, mais ne pensions jamais à lui en parler. Mais nous ne manquions de rien et jouissions plutôt d'une aisance imméritée. Toutefois, un beau jour, Juliette nous annonçait qu'elle partait à la recherche du travail. Elle avait dit qu'elle était écœurée par la passivité ignorante de notre famille. Elle avait eu le poste de femme de chambre dans un appartement. Elle nous laissait seuls avec Félix. Nous avions 2 ou 3 jours par semaine de solitude tous les deux. Mais le cœur de cet enfant restait clos et silencieux. Sa mélancolie était bienveillante, mais elle était une torture pour moi. Je ne pouvais pas me retenir plus longtemps. Et quelques allusions à cet amour condamnable que je partageais avec Juliette me soulageaient. Je lui parlais sans cesse de Félix. Lorsque nos regards se croisaient à table, dans le reflet du miroir, quand on faisait notre toilette, dans les couloirs de l'école, je me haïssais d'avoir ces sensations. La douleur dans les tempes, les battements du cœur trop rapides et trop forts. Plus mon désir d'effleurer sa peau ou de sentir l'odeur de ses cheveux augmentait, plus j'évitais sa présence. J'en devenais désagréable et violent. Mais Félix conservait cette tendresse nonchalante et innocente pour moi. Je le haïssais pour ses caresses, ses gestes affectifs. Les insinuations étaient inutiles. Juliette savait déjà tout et peut-être mieux que moi. Alors pleine de compassion, elle me laissait parler ou murmurer à mi-mot ma souffrance. Puis, dans un élan de colère et d'amour à la fois, elle m'ordonnait d'abandonner ses enfantillages. Un nouveau jeu consistait à accumuler les faux-semblants. Il nous amusait toujours, mais avec le temps, il se multiplie de plus en plus ces moments où nous restions là, mélancoliques et silencieux, avec nos pensées et nos rancunes. Ainsi, l'équilibre se brisait peu à peu. Bonjour.
Tout a changé maintenant. Désormais, tous les jours c'est la même chose. Mais chaque jour est pire que la veille. Là, il dort. Et quand il dort, il a l'air d'un ange. C'est étrange. C'est le seul moment où il cligne pas les yeux. Que ses lèvres ne tremblent pas, qu'il respire pas comme s'il était au bord de l'asphyxie. Il est calme. Doux comme un enfant. Je suis sûre qu'il fait des rêves. Il me dit qu'il dort jamais vraiment. Qu'elle l'empêche de dormir. Ces femmes de pierre, les statues. Elles le poursuivent sans cesse. Elles nous séparent à chaque instant et ne nous laissent jamais seuls. Elles sont mes seules rivales et je les ai jamais vues. Parfois j'ai l'impression qu'il manque, qu'il joue la comédie. Il sort très peu de notre chambre. Et quelquefois, je le retrouve comme il était avant, à notre premier rendez-vous. Mon amour, Pierre. Grand, beau, élégant. Il est galant, hein, et même un peu séducteur. Avec notre bonne Juliette. C'est une belle et brave fille avec quelques charmantes manières de bourgeoise. Lorsque nous nous croisons dans la cuisine, elle semble heureuse. Au quotidien, je garde un silence le plus souvent mélancolique ou honteux. En revanche, Juliette, elle parle beaucoup et elle le fait très bien. Elle fait des louanges sur l'harmonie de notre couple, la bonté de monsieur, la beauté de madame. Peut-être qu'elle se moque de moi. Elle n'est pas idiote, ni sourde, ni aveugle. Peut-être envie-t-elle le romanesque de la croix que je porte tous les jours. Ou pire encore. Peut-être est-elle amoureuse de Pierre. Je devrais renvoyer cette jeune femme. Si belle. Mais surtout si présente. Et vivante. Elle n'est pas la seule à se moquer de moi.
Pierre est fou. Souvent, j'ai l'impression qu'il vacille entre la folie et la cruauté. Il fait toujours exprès. Lorsqu'il se met à table, il étudie longuement chaque couvert. Il crée des personnages à chaque fois différents. La fourchette, c'est un crabe avec ses pinces. Ou bien une patte de chat avec ses griffes. Ou bien une machine à écrire avec ses touches qui se déposera en même temps sur le papier. L'assiette, c'est un pays. Le plus souvent, c'est l'île de la Réunion. Il n'est jamais allé, hein, mais il est sûr d'avoir enseigné le français dans une école primaire à Saint-Paul. Sur l'assiette, qui est l'île de la Réunion, il doit y avoir que des fruits, hein, de l'ananas ou du lait de noix de coco. Enfin, quant au couteau, il fait semblant d'être rigide, alors même qu'elle est capable, mais dans les virages seulement, hein, de prendre la forme d'un serpent qui se tordit dans tous les sens. Hein. Notre mère était revenue nous voir pour un assez long séjour cette fois, et nous étions heureux qu'elle soit là. Mais nous ne savions pas quoi lui dire, par où commencer, s'il fallait vraiment commencer. Maman non plus. Elle ne cherchait pas à tout savoir, ni à savoir quoi que ce soit d'ailleurs. Un beau jour, elle est revenue d'une balade en voiture avec un grand et beau jeune homme. Il était destiné à Juliette, qui n'en voulut pas, bien sûr. Cette situation nous amusait énormément, Félix et moi, mais ma maman semblait bien nerveuse. Ce jour-là, elle était découragée, mais elle ne désespérait jamais. Elle s'est donc chargée de s'occuper de l'avenir de Félix. Le défi n'a pas été très dur à relever. Quand maman a pris à part notre frère pour lui parler de son mariage, il lui a répondu « je m'en moque » puis l'affaire était réglée. Il était marié à une fille de bonne famille. Bon, lui n'en demeurait pas moins un enfant sauvage. Ainsi, au lieu de rester chez lui, avec sa jeune épouse, il restait des journées entières dans notre appartement. Mais il ne nous appartenait plus. Il ne vivait plus dans cet appartement et ne dormait plus dans notre grande chambre. Il me semble que c'est ça, précisément, qui lui manquait, c'est la chambre. Les lits, le canapé, le tourne-disque, les plantes, ouais. C'est ça qui lui manquait. L'odeur des gâteaux de Juliette, le son de ma radio, plutôt que Juliette et moi. Nous vivions tous les deux, désormais, dans cet appartement devenu immense. Elle ne parlait plus. Elle ne faisait plus de grands gestes, ni de crises de colère. Félix nous visitait de moins en moins. Alors, notre vie devenait un enfer où le climat et la compagnie étaient insupportables. Avant de devenir fou, je suis parti. Comme ça. Juliette est sortie faire les courses.
J'ai pris quelques affaires et je suis sorti de l'appartement. Quelques semaines plus tard, je rejoignis un oncle à Tel Aviv. Et plus tard encore, j'intégrais l'armée israélienne. Peut-être que j'ai essayé de fuir mon enfance. Mais je sais que mon départ a soulagé Juliette. Je suis revenu, Juliette. Je suis revenu pour te dire que je t'aime. Pierre s'énerve souvent lorsqu'il me voit tenir les objets dans mes mains. Il crie et m'accuse d'empoigner mal les choses. Alors à chaque repas, il m'apprend à me servir des couverts. Mais parfois il fait vraiment exprès. Il parle aux objets pour faire peur aux gens qui nous rendent visite, pour angoisser les médecins. Nous avons ainsi perdu tous nos amis. Mais d'autres fois, il se met calmement à table et déjeune en silence, avec des gestes naturels. Il veut simplement me torturer. Tous les jours, c'est le même rituel. Lorsqu'il s'habille le matin, il met ses chaussures noires en cuir. Mais à midi, il a besoin de changer. À 16h aussi. Or, toutes ses chaussures sont en cuir noir, alors il enlève ses chaussures pour en mettre d'autres identiques aux précédentes. Le soir, je mets la table. Et Pierre aime beaucoup tous ces gestes, alors il s'imagine être un majordome. Et tous les jours, il répète la même leçon.
C'est pour me torturer qu'il invente cette ville de Camembert. Elle n'existe pas. Il est persuadé que nous y sommes allés lors de notre premier voyage. C'est pour me torturer qu'il invente ces femmes de pierre. J'essaie de le protéger, de le libérer. Lorsque nous sommes tous les deux dans la chambre, il fait semblant de ne pas me voir. Parfois je l'irrite. Il m'appelle jamais par mon prénom, mais toujours par un autre. Notre chambre me donne la nausée. Mais je m'y sens bien. Assis sur le canapé, il ferme les yeux et il dit rien. Ensuite, il parle seul de ce qu'il a lu ou dessiné. Il parle à ses soldats en bois. Est-ce être leur général? Il me parle à moi aussi. Il raconte notre première rencontre, nos voyages, les intérieurs de nos anciens appartements. Mais ces récits ne sont pas vrais. Peut-être qu'il ment. Peut-être c'est moi qui me trompe. Alors j'essaie de me souvenir, de retourner les noms dans tous les sens. Mais cette mémoire-là m'est encore inaccessible. Ce sont elles qui lui souffle ces mots, ces lettres, ces sensations, les sensations de dégoût ou d'envie envers moi, par exemple. Il le sent lorsqu'il est emporté par elle, mais il ne leur résiste pas. Il se contente de se défendre lorsqu'elles attaquent. C'est pour ça que moi, j'ai envie d'affronter ces statues. Les femmes de pierre. Mais elles m'évitent. Elles ne me parlent pas. Je m'efforce à les entendre. Parfois même, j'ai l'impression d'y arriver. J'ai envie de retrouver Pierre, quitte à devenir aussi folle que lui. Comme lorsque Jean-Marc est mort. Je voulais être aussi morte que lui. Avec Pierre, on se parle presque pas. Il ne contrôle plus ses mots. Il les choisit de manière aléatoire. Se rend compte de ses erreurs. Puis il se reprend plusieurs fois, prononce des dizaines d'autres mots, en invente même. Mais l'impuissance des mots, qui est selon Pierre sa source de frustration,
toujours en colère. En réalité, c'est surtout sa propre impuissance face aux mots qui le fait enrager. Évidemment, c'est grâce à mes parents que nous habitons cet appartement. Pierre n'est plus capable de travailler. Naturellement, mon père s'inquiète beaucoup pour moi. Je le comprends. Et je le plains. Il a vieilli sans s'en rendre compte. Sa femme est handicapée et indifférente à tout. Et sa fille, devenue veuve à 25 ans, aime aujourd'hui un fou. Mais c'est ainsi. Et il est toujours de trop dans cet appartement. Il gêne. C'est par amour qu'il essaie de m'aider. C'est par amour qu'il visite tous les asiles de fous pour en trouver un qui soit le plus confortable pour Pierre. Lorsque je le vois, je le méprise. Je le déteste. Mais quand il part, je sais que je l'aime. Et je sais qu'il a raison. Et pourtant, souvent, j'ai envie de dormir dans ses bras, de redevenir la petite fille inconsciente et grimper sur son dos. Mais c'est impossible car je suis devenue trop différente, aigrie. Il ne comprend pas. Pierre vivra avec moi et je ne le laisserai à personne d'autre. Tous les jours, c'est la même torture. Et chaque jour, c'est pire que la veille. Il s'enlaidit chaque jour. Il maigrit. Ses lèvres se crispent. Ses yeux s'écartent. Ses épaules s'alourdissent et se voûtent. Bientôt, il deviendra l'agonie même. Mais je serai toujours là. Parce que je l'aime. Je te laisserai pas te voir ainsi, mon amour. Je te tuerai avant. Dans ma maison, il y a une odeur agréable de fleurs et des objets sans vie. Sur
sur le mur, il y a notre horloge. Je l'ai toujours crue éternelle. Je pense qu'elle l'est vraiment. Elle m'a toujours effrayée un peu. Dans mon jardin, il y a des tas de légumes que j'ai pas cueillis. Alors ça fait des taches très colorées sur la terre noire. Les lilas sont encore très forts. C'est la maison de mes grands-parents. J'y suis née et j'y ai vécu une enfance idyllique. Après le départ de Pierre et la mort de mes grands-parents, mes parents et moi sommes revenus dans cette maison. Puis mon père et moi. Dans les rues, les arbres étaient parés en or, les feuilles rouges, jaunes, oranges couvraient le sol. La vue était sublime. Mais maman aussi devenait de plus en plus malade. Elle était vite fatiguée. Elle tombait souvent. J'ai donc commencé à chercher une place pour la tombe. Une place lumineuse. Mais dans un champ, il fait froid. Au bord de la mer, le paysage des galets et des roches est ennuyeux. Dans le désert, l'air est trop aride. Elle aimait la paix et la lumière, ma maman. Je voulais un endroit spacieux aussi, au cas où. Maman est morte doucement dans son sommeil. Elle semblait heureuse. Quant à ma vie, l'ennui se perpétuait, le temps passait. La fleur des vignes a poussé une fois de plus, et j'ai eu 50 ans ce soir-là. Le lendemain, j'ai rencontré un homme. Mon cousin est venu chez moi prendre le thé avec un de ses amis, Nicolas. Il n'était ni médiocre, ni brillant, loin de mes rêves de jeune fille. Mais j'ai senti qu'il m'était destiné. Avec plus de paresse que de tendresse, il m'embrassait. Les mains, les yeux, le front. Mais ses gestes ne ressemblaient en rien à une étreinte. Caresse ainsi un cheval ou un bel oiseau.
nous nous retrouvions toujours sur les quais. Il me ramenait toujours des fleurs. Nous discutions beaucoup. J'ai appris ainsi qu'il aimait ses vinyles des Beatles, la tarte aux poires, les films d'Hitchcock, les romans d'Hugo et les cigognes blanches. Il n'aimait pas le thé au miel, les pleurs d'enfants, la jalousie, ni le théâtre de Molière. J'avais presque tout de lui, mais j'ai jamais su s'il m'aimait. Je suis capable d'un sourire très particulier. Je fais qu'un léger mouvement de lèvres. Je souriais ainsi que lorsque je le voyais. Il était méchant, parfois même violent. Et il aimait d'autres femmes. Mais ça n'avait pas d'importance. C'était le sourire de l'amour. Lorsque la première neige est tombée à la fin du mois de novembre, j'ai appelé Nicolas sur le champ. Ça faisait plusieurs semaines qu'il me donnait très peu de nouvelles car il avait des problèmes au travail. Mais tout de même, c'était la première neige. Alors je l'ai appelé encore et encore durant toute une semaine, sans succès. Il avait disparu. Je pleurais jusqu'à plus avoir de larmes. Je savais pas si l'homme que j'aimais était en vie ou était mort. Il n'y a pas de carte. Ce jour-là, j'ai eu 52 ans. Ce jour-là, j'ai su que Nicolas était en vie. Alors j'ai décidé de l'attendre. Je n'étais plus pressée. Je priais tous les soirs et tous les matins. Je fermais plus la porte à clé depuis des mois. Je n'éteignais plus la lumière. Toutes les nuits, à bout de force, épuisée par l'attente, je n'osais pas aller me coucher. Dans le silence absolu de la nuit, je tendais l'oreille. Je croyais à chaque instant reconnaître son pas, son souffle, sa voix. Je m'enivrais de sa voix, qui n'était qu'un souvenir. Je souffrais depuis quelques années déjà de l'insomnie. Enfin, cette insomnie, je m'y attendais. Seule la nuit, j'entendais des chats, le bruit des pas lointains. J'entendais sa voix aussi, mais dans ma mémoire toujours. Pourtant, elle se mêlait très bien au son réel. Parfois, j'y croyais tellement que mon cœur se mettait à battre très fort, tellement fort que j'avais l'impression qu'il exploserait ma poitrine. Puis je me calmais. Mais je m'endormais pas pour autant. Sa voix qui m'avait bercée tant de fois dans le passé m'empêchait désormais de dormir. Un soir, je souffrais tellement que j'ai pas pu me retenir. Je suis descendue dans sa rue. J'ai retrouvé son immeuble.
Ma poitrine impuissante se refroidissait et je marchais d'un pas vif. Je suis allée jusqu'au hall d'entrée. Mais je me suis arrêtée. J'ai fait demi-tour et j'ai mis mon gant de la main droite à ma main gauche. Et en descendant les escaliers, j'avais l'impression qu'il y avait tellement de marches. Mais je savais qu'il n'y en avait que 3. Attends! Si tu pars, je meurs. Rentre, tu vas attraper froid. Oui, allô? Oui, c'est moi. Je suis même plus sereine sans amour. Le ciel est clair. L'air est doux. J'ai plus d'insomnie. Et j'ai plus peur de l'horloge. Le passé perd son emprise. La guérison est proche. C'est formidable. Je suis très heureuse pour toi. Très heureuse pour toi. Et maman et Félix savent que tu es encore en Israël. Oh, ça va très bien. Édouard, je t'aime. Merci Juliette. Vous pouvez disposer maintenant. Non, madame. Partez.
préfère rester. Je sais qu'un jour je mourrai. Bientôt sûrement. J'ai pas d'enfant. J'ai jamais été mariée. Mes parents sont morts et je prends ma retraite l'an prochain. Je laisse rien derrière moi. Et pourtant, je rêve d'être immortelle. Dans l'espoir de réaliser ce que j'ai toujours pas fait peut-être. Mais je sais que je mourrai bientôt. Alors je prie et je demande qu'une chose. Qu'en me privant de ma vie, le Seigneur me laisse ma mémoire.